Oui, bien sûr, cela a du sens. Aujourd'hui, nous avons, nous, à Daylight, dans le cadre de notre programme de recherche OR, nous avons l'intime conviction que une entreprise est capable d'assurer la maîtrise globale de son portefeuille de projets et de programmes en mettant en place des moyens structurels, c'est-à-dire des moyens qui ne sont pas dépendants de tel ou tel projet. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à avoir cette conviction. D'autres modèles existent dans l'industrie, comme les modèles OPM3 du PMI ou P3M3 de la PMG et de l'OGC. Si vous voulez, je vais vous parler d'un de ces modèles, parce que sinon ça nous amènerait loin. Sachez qu'aujourd'hui, ces modèles n'apportent pas de preuves au sens scientifique du terme de leur efficacité, mais de façon assez intuitive, beaucoup de praticiens dans l'industrie et de clients commencent à les utiliser et gagnent cette conviction qui est de dire, même quand une entreprise n'est pas structurée par projet, en utilisant des concepts dérivés du management par projet, en mettant en place un certain nombre de moyens structurels, l'entreprise peut assurer la maîtrise et la réussite globale de ses projets. Si vous voulez, je vais en détailler un, comme je vous disais tout à l'heure, qui est le modèle du management par projet, qui s'articule autour de 3 idées relativement simples. La première, c'est bien s'assurer de bien faire naître les projets. La deuxième, c'est de se donner les moyens de les surveiller, de les arbitrer et de les appuyer. Et la troisième idée, c'est de bien apprendre des projets et des programmes, bien entendu. Si vous voulez, concrètement, c'est l'étape quand même, avant d'aller sur le concret, permettez-moi juste d'attirer votre attention sur un point qui me semble absolument fondamental. C'est l'étape la plus importante dans la vie d'un projet. Et il y a des gens dont nous faisons partie qui pensent qu'un projet, en termes de maîtrise, est fini le jour où il commence, le jour où les opérations commencent. Comme un projet est né, il va se dérouler. Et comment on assure la bonne naissance? Alors, vous avez tout un tas de théories et de pratiques qui commencent à être bien répandues, qui sont bien documentées, qui vous aident à sélectionner les bons projets. Alors là, on va parler d'alignement stratégique, on va parler d'analyse de la valeur. C'est des choses qui sont relativement maîtrisées dans l'industrie. Et vous avez une partie qui est beaucoup moins maîtrisée, qui consiste à s'assurer de la bonne naissance au niveau des compétences, au niveau des hommes, au niveau des équipes, au niveau de l'organisation projet. Pour les hommes et pour les équipes, c'est de s'assurer de prendre le temps de recruter les équipes projet, de prendre le temps d'évaluer les capacités et les compétences nécessaires et celles qui sont disponibles, de prendre le temps de former les équipes au sens entraînement, mais aussi au sens entraînement à travailler ensemble, de former et d'accompagner les présidents de comités de pilotage. Et de l'autre côté, si vous voulez, il y a la partie organisation, et ça c'est quelque chose sur lequel les entreprises en général ont beaucoup de difficultés, c'est que les entreprises ne prennent pas le temps de penser avec les acteurs d'un projet l'organisation spécifique pour chacun des projets. Et ça c'est un point qui est extrêmement important. Voilà ce qui permet d'assurer la bonne naissance d'un projet ou d'un programme. Si vous voulez, cette question est importante parce que trop souvent, on va lancer les projets, on va les doter de moyens, notamment en accompagnement avec des consultants internes ou externes, peu importe, et l'histoire va s'arrêter là. Or, un projet est un objet vivant. Quand on a bien lancé les projets, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas connaître des difficultés en cours de route. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut envoyer la cavalerie en permanence auprès des projets parce que le coût deviendrait exorbitant. L'idée sous-jacente, c'est de dire, une fois qu'on les a bien lancés, se donner les moyens de les surveiller, c'est-à-dire avoir un radar, avoir des indicateurs vraiment pertinents et efficaces permettant de s'assurer que les projets sont toujours sous contrôle et qu'ils ne connaissent pas des difficultés. Avoir une réserve mobilisable pour aller porter appui au projet dès la naissance de difficultés ou dès les soupçons de naissance de difficultés, de façon souple,
en toute transparence, en bonne intelligence avec les porteurs de projets, parce que c'est pour eux que ça doit se faire, qu'ils soient les porteurs stratégiques ou les porteurs opérationnels. Et puis en dernier, là aussi, le pilotage, si vous voulez, stratégique est quelque chose qui est très important. Et pour que le pilotage stratégique puisse fonctionner, il faut donner aux présidents des comités de pilotage les moyens d'arbitrer éventuellement les projets, les moyens d'arrêter des projets, soit parce que le projet, on ne s'en sort plus dans le projet, ce qui devrait être absolument exceptionnel, soit parce que le contexte a changé et que le projet n'est plus souhaitable ou qu'il faut le réorienter, ou éventuellement, comme je viens de le dire, de réorienter, de réduire les périmètres, de faire naître d'autres projets, de se donner des marges de manœuvre. Et toute cette partie-là, elle est extrêmement importante, elle doit être outillée pour qu'on puisse avoir ces marges et qu'on puisse effectuer un vrai bon pilotage stratégique des projets. Si vous voulez, la bonne naissance, c'est l'aspect qui va être le plus important à court terme pour assurer la réussite d'un projet d'un an, 2 ans, voire 3 ans, ou d'un certain nombre de projets. Mais ce qui va permettre à l'entreprise de gagner le plus en efficience, c'est la formation au sens global de ces hommes, c'est sa montée en maturité globale projet. Et ça, le vecteur le plus important, c'est la capitalisation. Et là-dessus, si vous voulez, il faut être précis, il faut être concret. On est en train de parler d'identification des parcours professionnels des porteurs de projets, de chefs de projet à directeurs de projet, à directeurs de programme, à porteurs stratégiques de projet. Ce sont des missions qui n'ont rien d'intuitif, qui ont besoin de formation, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de valorisation. Donc ça, c'est au niveau des individus. Au niveau des équipes aussi, il faut permettre aux équipes d'apprendre à fonctionner ensemble. Et c'est quelque chose qui ne se fait certainement pas à la fin d'un projet, qui se fait tout le long du projet, et même plus au début qu'à la fin du projet. Et il faut que l'entreprise garde la mémoire aussi. Il faut se payer, et ce qui est rare, mais ce qui existe dans quelques entreprises, qui est une pratique que nous ne pouvons qu'encourager fortement, se payer un knowledge manager, quelqu'un dont le métier est d'assurer la capitalisation au niveau de l'entreprise et la rediffusion du savoir, ainsi que de l'animation de communauté. Je ne vais pas aborder l'aspect mode. Par contre, le PMO, de façon claire, a un rôle absolument central dans cette affaire-là. Il y a plusieurs types, plusieurs définitions de PMO, mais celle qui nous convient, nous, c'est l'équipe d'experts en management de projet, d'experts en management de programme, d'experts en organisation, qui est capable d'être le levier de la direction générale. D'abord, on a parlé tout à l'heure d'OPM3, de P3M3, de modèle de maturité, d'abord pour faire une évaluation de la situation actuelle. Quelle est la maturité de l'entreprise? Quel est le positionnement de l'entreprise sur l'ensemble des variables qui devraient permettre d'assurer la maîtrise des projets et des programmes? Déjà pour commencer. Et une fois qu'on a évalué la situation, on peut définir une cible de niveau de réussite industrielle des projets, de niveau de capacité prévisionnelle à maîtriser et à réussir les projets. Et à partir de là, c'est le PMO qui va une fois que la direction a calé la cible, c'est le PMO qui va lui proposer des trajectoires. Ces trajectoires comportant tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire la formation, l'animation de communauté, la mise en place de référentiels de management de projets et de programmes. C'est ce rôle de centre d'excellence, si vous voulez. Il y a aussi un rôle de centre de ressources. C'est lui qui va gérer les pôles de ressources de coach, de consultants en management de projet, interne ou externe. C'est aussi lui, avec les experts dont il va disposer, qui va être l'ange gardien des projets, qui va être celui qui va veiller à leur bonne naissance, celui qui va aller les accompagner s'il y a besoin, qui va faire le contrôle, la surveillance. Voilà les rôles, si vous voulez, d'un PMO correct et bien structuré. Écoutez, il faut en retenir tout d'abord que la maîtrise et la réussite des projets est possible et qu'elle est possible de façon relativement industrielle. L'échec et les retards et les non-maîtrises des projets sont loin d'être une fatalité. Et la deuxième chose qu'il faut en retenir, c'est que si une direction générale
a une volonté de maîtrise, il existe aujourd'hui des modèles, il existe aujourd'hui des outils, il existe aujourd'hui des moyens relativement simples, pas très coûteux, avec un retour sur investissement extrêmement important à sa disposition pour y arriver.